Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous, mesdames et messieurs, vous informer ou comprendre un peu comment l'actualité évolue avec nous. Vous êtes sur votre émission La Position. Pour ce numéro, nous recevons pour vous Julio Tometti, juriste justement, qui est déjà sur le plateau avec nous. Avec lui, nous allons en parler des implications juridiques liées à l'arrestation de Philippe Rondeillon, le général, il faut le préciser, qui a été arrêté le 13 novembre 2024. Que risque le général Philippe Rondeillon? Avec lui, nous allons essayer de voir ce qui pourrait éventuellement être collé comme charge au dos de ce général qui, depuis très longtemps, a été mis sous mandat de dépôt. Bienvenue, Monsieur Julio Tometti, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Monsieur Mathieu Bocor, et bonsoir aux téléspectateurs de Guérite TV. Vous êtes juriste, je le disais tantôt. Philippe Rondeillon, le général, a été arrêté le 13 novembre. Vous avez appris la nouvelle comme tout le monde. En tant que citoyen, je ne vous présente pas d'abord en tant que juriste. En tant que citoyen, est-ce que c'était prévisible ou est-ce une surprise? D'abord, il y a lieu de préciser, parlant de M. Louis-Philippe Rondeillon, qu'il n'est pas ou qu'il n'est plus général. Parce que c'est vrai, en 2015, il avait été élevé par décret au rang de général. Mais il faut dire qu'après cela, il y a eu beaucoup de procédures à la suite. La saisine de la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de la décision. Il y a eu aussi saisine de la Cour suprême. Et si la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, la Cour suprême a connu du dossier et qui a abouti en 2019 à une décision qui avait annulé en fait le décret portant nomination de Monsieur Louis-Philippe Rondeillon et de Nazaire Onokwe au grade de général. Donc, parlant de l'intéressé, il est mieux de parler peut-être, en fait, de l'ancien directeur général de la police nationale. C'est ce qui sert en tenant compte, comment dire, de son grade et de ce qui s'est passé après. Sinon, c'est comme si on faisait fi complètement, en fait, de la décision de la Cour suprême. De la décision de la Cour suprême qui est la plus haute juridiction en matière juridictionnelle et administrative. Aujourd'hui, Philippe Rondeillon arrêté. Est-ce que pour vous, c'était prévisible ou vous étiez surpris d'apprendre la nouvelle? Non, pas surpris. Pas surpris. Il y a même beaucoup de compatriotes qui pensent même que peut-être ça devrait venir plus tôt. Qu'ils vous souviennent, en fait, ce qui a été l'histoire de Louis-Philippe Rondeillon, en tenant compte, en fait, des incriminations qui pèsent sur lui actuellement. Il n'était pas trop en odeur de sainteté, quand bien même étant un cadre policier de haut niveau, en fait, de l'administration. On ne s'attendait pas à une sorte de collaboration de l'intéressé avec la nouvelle gouvernance depuis 2016. Mais en tenant compte de ses positions, de ce qui a été sa position antérieure en tant que policier, en tant que commissaire et ensuite en tant que directeur général de la police nationale. Mais comme étant donné que c'est un cadre qui était encore toujours en position, il faut qu'il soit utile en fait à l'administration policière. Sa dernière position professionnelle, après avoir été directeur de cabinet, je pense, ça a été en fait le secrétaire permanent de la commission de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, poste qu'il a occupé de 2018 à 2019. Mais il faut dire qu'en 2019, il y a eu un incident en fait avec son ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur d'alors, Monsieur Sakalafia, qui lui a valu en fait comment dire un arrêté de suspension pour en fait
manquement grave à la hiérarchie, notamment à la personne du ministre. Depuis ce temps 2019, on a remarqué Monsieur Louis Fidéon un peu en retrait. On ne l'entendait plus d'une certaine façon. Il est revenu en fait sur la place publique après en fait l'épisode de la mise à la retraite d'office, dont il fait partie en fait de ces personnes-là qui avaient été mises à la retraite d'office. Donc c'est à partir de ce moment-là que Monsieur Louis Fidéon a repris un peu pour dire un peu de l'activisme en fait sur les chaînes de télévision, sur les canaux digitaux à travers en fait des émissions en ligne où il donnait sa position, où il critiquait en fait d'une certaine façon un certain nombre de décisions qui ont été prises en fait notamment en matière sécuritaire. Le plus parlant en fait c'était l'épisode en fait de la fusion de la police et de la gendarmerie qui a donné lieu en fait à la réforme ayant institué la police républicaine. Et donc il soulevait en fait certaines failles en fait de cette fusion et de la manière dont un certain nombre de personnes, notamment de l'ex-police, avaient été comment dire brimées, sinon que leurs actes d'avancement avaient été bloqués de cette fusion-là. Et donc, comme toute personne, comme tout citoyen, il a porté ou il peut porter en fait ses opinions. Mais comme le dire, la liberté d'expression, quelles peuvent être ses limites pour tout citoyen et plus précisément pour quelqu'un qui a occupé les fonctions que Monsieur Philippe Moudéon a occupé jusque-là. Est-ce qu'il lui est admis en fait d'aller au fond d'un certain nombre de choses, ou est-ce qu'il lui est admis de proférer en fait un certain nombre de positions qui peut laisser en fait entendre que cette personne-là pourrait demain, si rien n'est fait, poser quelque peu peut-être des actes attentatoires à la paix ou à la cohésion, surtout lorsqu'on a entendu. C'est vrai que ce n'est pas pour ça, personnellement, lorsqu'on a entendu les chefs d'accusation, par exemple, de la question qui a animé un peu, lorsqu'il était question de cette affaire de tentative avortée de coup d'État, où il déclarait que lui, en tant qu'ancien patron de la police, qu'il a reçu plusieurs propositions pour perpétrer un coup d'État. Beaucoup de compatriotes avaient estimé que il devait déjà, même à cet instant-là, être interpellé pour être écouté. Ça aurait permis, en fait, de déceler, en fait, des intentions ou, des circuits de préparation des actes attentatoires, à la sûreté de l'État. Et donc, mais, fortuitement, ça n'a plus été le cas. Mais je pense qu'à un moment donné, on a mis ensemble tout ce qu'il a eu à faire ou tout ce qu'il a eu à dire en termes de récrimination ou en termes de critique de manière répétée, en fait, qu'il a plus les autorités judiciaires de qualifier d'harcèlement par voie électronique et d'incitation à la rébellion. En tout cas, on va d'en arriver justement au chef d'accusation. Philippe Moudéon arrêté, puis déposé. Beaucoup estiment quand même que le minimum, c'est d'avoir reçu une convocation. On n'a pas, visiblement, en tant que juriste, suivi le processus. Est-ce que il n'y a pas eu faille quelque part en tant que juriste? Parce que il n'a pas reçu de convocation. Est-ce qu'on pourrait l'arrêter, un ancien directeur, un ancien patron de la police comme ça? Non, un ancien patron, il demeure un justiciable comme tout autre. Et justement, parce qu'il est ancien patron, il faut prendre des précautions à la mesure, en fait, de son statut. Des précautions qui peuvent être plus corsées, en fait, lorsqu'on est en face d'individus comme vous et moi, Monsieur Mathieu. Et en fait, il faut dire, quand vous observez un peu la procédure, quand vous écoutez les uns et les autres, pour dire quelles sont les voies les plus habilitées qu'il faut écouter en cette matière-là. Lorsque de ces gens d'affaires apparaissent sur la place publique, moi, j'attends souvent, en fait, d'écouter, le parquet ou le parquet spécial, c'est-à-dire notamment le procureur spécial.
D'abord, parce que c'est ça qui nous permet de savoir pourquoi il a été arrêté, les chefs d'inculpation. Ensuite, si ces avocats ont eu accès à lui, d'écouter aussi, en fait, la voix de ces avocats. Et lorsque vous écoutez son conseil, il n'a relevé aucun élément, en fait, jusque-là, qui a été en contradiction avec la procédure, notamment la procédure pénale. Ce qui fut observé, c'est que on peut dire pourquoi aller arrêter quelqu'un sans convocation. Je veux dire, ce n'est pas la convocation seule qui est l'acte déclencheur, en fait, de la procédure pénale. Il y a, en fait, les mandats. Il y a, par exemple, en fait, le mandat d'amener ou le mandat de dépôt qui peut être décerné par un juge ou un magistrat, d'accord, notamment en raison de ce que soit la personne est en fuite, soit on a en fait un élément, des éléments de suspicion qui laissent entendre que la personne pourrait en fait ne pas se présenter. Et comme je disais tantôt, en considérant la qualité de la personne, pour certains, en fait, pour des mesures d'enquête, des fois, il est de la pratique judiciaire d'aller directement à travers les mandats, parce que des fois, les convocations constituent en fait une sorte d'alerte en fait qui peut amener les individus recherchés dans le cadre de la commission d'une infraction de pouvoir ne pas se présenter, c'est-à-dire de pouvoir de fuir par exemple. C'est ce qui donne lieu, bien entendu, en fait, à ce que les gens commettent des infractions, on a pu les juger, ils sont dans les lignes de la détention, mais d'autres, prennent la fuite et deviennent en ce moment-là, lorsqu'ils trouvent refuge au-delà des frontières, ils deviennent des exilés. Et donc, pour la dynamique de l'appareil judiciaire, pour que les poursuites aillent à leur thème véritablement, pour qu'on n'ait pas, même des fois, des condamnations par contumace, c'est-à-dire en l'absence des inculpés, il est dans la pratique judiciaire de passer outre, en fait, les convocations pour aller directement au mandat. Surtout lorsqu'il s'agit, par exemple, en fait, notamment, par exemple, si nous sommes en matière de flagrant délit, il n'y a pas lieu de convocation. On travaille sur la base des mandats, mandat d'amener, mandat de dépôt lorsqu'il s'agit, par exemple, du juge des libertés de la détention ou lorsqu'il s'agit de, de juge d'instruction, en fait, du mandat d'arrêt. Incitation à la rébellion, harcèlement par voie électronique, en tout cas, ce sont des chefs d'inculpation plus ou moins assez graves selon certaines personnes ou certaines sources. Quelles sont les implications juridiques, justement, quand on s'en tient à ces chefs d'accusation? Bon, d'abord, harcèlement par voie électronique. Vous l'auriez entendu parler. Je pense qu'il revient à la jurisprudence, pour les besoins, je dirais même pour les besoins de la sensibilisation, de donner un contenu à la notion d'harcèlement par voie électronique. Moi, j'ai entendu cette question pour la première fois avec un de vos confrères, Soso, j'oublie son nom, je sais plus c'est Justin, mais c'est Soso qui aurait travesti quelque peu les déclarations du procureur ou d'un magistrat. Il s'agit notamment du procureur spécial au cours, en fait, d'un séminaire ou d'une formation, notamment, il s'agissait sur le code numérique qui était vu comme un élément qui planait comme un épée de Damoclès sur la tête des, des journalistes et de tous citoyens en matière d'expression, en fait, de liberté publique et plus précisément, en fait, de liberté d'expression. Et donc, comme je disais, harcèlement par voie électronique, c'est, comme l'a dit le code, notre code numérique en son article 550, plus précisément. Il s'agit, en fait, de manière, le fait de relayer ou de faire des publications de manière répétée, d'accord, qui dérange, en fait, quelqu'un dans son intimité, dans sa tranquillité, ou lorsque ces informations sont de nature, il y a l'élément intentionnel de mettre vertement mal à l'aise, en fait, cette personne-là. Surtout, en fait, si ces déclarations ou ces informations ne sont pas complètement vraies, ça laisse entendre, en fait, l'intention délibérée
en fait, de nuire d'une certaine manière à la tranquillité de l'intéressé. Et donc, on peut supposer, en parlant de Louis-Philippe Oudéon, que son activisme qu'il a commencé depuis un certain temps est orienté ou dirigé contre, non pas contre une personne, d'abord on peut dire contre le gouvernement d'une manière générale ou bien contre les actes plus précisément de gouvernance d'une manière générale. Et donc, ça laisse entendre que son activisme répété, c'est orienté dans le sens, en fait, de mettre mal à l'aise la conduite des politiques publiques parce que, en fait, il relève, en fait, un certain nombre d'éléments d'information ou de positions répétées, perpétrées qui peut, en fait, déranger. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il y a à voir la pertinence, en fait, ou le caractère véridique de ces, de ces communications répétées? Le législateur n'en a pas dit grand-chose, n'en a pas dit plus que ça. Et donc, il revient donc, en fait, à la jurisprudence, comme je le disais, de pouvoir donner un contenu véritable, en fait, à la notion d'harcèlement par voie électronique. Est-ce que Philippe Oudéon risque gros, justement, parce que vous avez démontré tout à l'heure les implications juridiques et il faut encore clarifier certains concepts de l'élément qui s'y trouve. Mais au-delà de tout, les chefs d'inculpation sont là, incitation à la rébellion. Quand on prend cela et ajouter à harcèlement par voie électronique, est-ce qu'on peut estimer peut-être que l'ancien patron de la police risque gros? Bon, et quoi, si oui, c'est quoi vous mettez risqué gros? Oui, en fait, souvent, les gens estiment peut-être que souvent, le minimum c'est 10, c'est 15, c'est 20, c'est 25, c'est 30. Ah, bon, est-ce que, oui, si on s'en tient déjà à ces chefs d'inculpation, oui, déjà, que disent les tests? Que disent les tests, justement? Ou que dit la loi? D'accord, il faut dire, ces deux chefs d'inculpation, ces deux infractions sont prévues dans le code numérique. Le premier, harcèlement pour voie électronique, dans son article 550, d'accord, et incitation à la rébellion, l'article 553. Et, quand vous dites si ça risque gros, risquer gros, c'est un élément subjectif. 3 mois même, de détention pour quelqu'un peut paraître très gros. Donc, c'est un élément assez subjectif qui varie peut-être d'une personne à une autre. Donc, j'estime en fait pas gros, comme l'on peut l'imaginer quand je me réfère, aux tendances que vous avez données, non. Dans l'article 550 du code du numérique, l'incrimination, c'est de 1 mois à 2 ans. Donc, pour harcèlement par voie électronique et en fait des amendes qui peuvent aller jusqu'à 10 millions. Donc, en termes de peine privative de liberté, c'est de 1 mois à 24 mois pour ce qui concerne l'harcèlement par voie électronique. Incitation à la rébellion, quand on entend, ça fait fripper, on va dire, ah, donc c'est grave. Mais en fait, ce n'est pas autant grave, aux yeux du législateur, qui a prévu en fait une peine de 6 mois. Donc, ce n'est pas en considérant ce que... À partir de 6 mois ou une peine de 6 mois? Une peine de 6 mois. D'accord. Une peine de 6 mois, libre au juge d'assortir une partie de sursis ou, en fait, les mécanismes d'aménagement qui existent et qui est laissé à l'appréciation du juge. Donc, si on dit combiner ces deux infractions, ça fait 18-24, ça fait 30 mois. D'accord? Donc, 2 ans et demi si on les combinait. Mais encore que, dans le cadre de la procédure, il faut dire, il peut y avoir en cours de procédure une réqualification. D'accord? Il peut y avoir une réqualification des faits. Il peut y avoir d'autres chefs d'accusation, en fait, qui peuvent venir s'y ajouter. On ne le sait pas, mais si on s'en tient jusque-là, ce qui est là, monsieur Philippe Oudéon risque 2 ans et demi, en fait, de peine privative de liberté. Donc, est-ce que c'est gros, est-ce que c'est fameux, est-ce que c'est peu? Je ne saurais le dire. Donc, c'est une appréciation quelque peu subjective. En tout cas, mesdames et messieurs, il est attendu le 16 décembre 2024 pour se défendre devant les juges qui, justement, pourraient voir si ce serait 2 ans et demi, comme le dit notre juriste, ou pas. Mais, monsieur Julio,
Tometi, arrestation, les chefs d'inculpation sont souvent incitation à la rébellion, harcèlement par voie électronique. Cette série d'arrestations quand même font peur parce que nous avons essayé de circuler nos micros en tenant compte des différentes parties. Les gens estiment quand même que aujourd'hui on n'est plus libre comme on le souhaitait, surtout par voie électronique. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème, c'est au niveau peut-être des tests qui sont rédigés, ou c'est au niveau des acteurs, nous-mêmes qui rédigeons ces tests-là par voie électronique? À quel niveau se trouve le problème concrètement? Si c'est le test ou les tests qui encadrent, d'accord, le numérique, si oui, est-ce qu'il ne faut pas véritablement s'y pencher pour pouvoir voir par quel mécanisme travailler pour corriger cela? Monsieur Mathieu, je ne pense pas que pour ma part, qu'il y ait de problème de fond. Parce que vous savez, je vais peut-être prendre les tests et, comment dire, le plus en vogue, ou le premier, ou le test père ou mère, si on peut le dire, la Constitution. Mais d'abord, il faut relever qu'en matière de commission d'infraction en ligne, parce que, en fait, c'est que, vous savez, lorsqu'on dit, par exemple, lorsque je reste chez moi, lorsque je reste dans un cabaret, pour dire que Romuald Bokor, c'est un délinquant, d'accord? Ça ne reste que dans le cadre de 2 ou 3 personnes. Ça ne fait pas si écho. Ça ne détecte pas si tant, en fait, sur vous. Peut-être même ceux auprès de qui je dis, ça ne sait même pas de qui il s'agit. Mais lorsque je prends l'outil du numérique, lorsque je vais sur WhatsApp, lorsque je vais sur Facebook et que j'écris cela, vous pouvez imaginer le tort que cela peut vous créer d'une certaine façon. En fait, ce qu'on voit, on voit beaucoup plus lorsque c'est orienté vers les gouvernants. D'accord? Lorsque ceux qui conduisent les politiques publiques, on a l'impression qu'il y a une sorte d'acharnement contre la liberté d'expression. Alors qu'au fond, en fait, il s'agit de discipliner, de nous discipliner dans notre utilisation, en fait, des outils du numérique parce que les effets pervers peuvent être irrémédiables pour nous les uns les autres, d'une certaine façon. Quand je finis de dire ça, je reviens au texte, comme vous l'avez dit. Vous savez, la Constitution a consacré la liberté d'expression. Je pense, si je ne m'abuse, et pour paraphraser, dans l'article 23 de la Constitution, qui consacre la liberté d'expression. Mais cette disposition de la Constitution a précisé que dans les limites des lois et règlements, d'accord? Dans les limites des lois et règlements, en tenant compte, bien entendu, de, qu'on appelle, de la préservation de ce que l'incidence que ça peut avoir sur le public, en tenant compte notamment de la notion d'ordre public. Donc, ça veut dire quoi? La liberté d'expression s'exerce conformément aux lois et règlements. Quand on dit loi, ça veut dire que toutes les lois que nous prenons, qu'on prend à l'Assemblée, et les actes qu'on peut prendre, les décrets, les arrêtés, les notes de service, tous les actes qu'on peut prendre. Qu'ils vous souviennent que il y a eu par exemple quelques jours, on a dit les policiers, ce n'est plus bon qu'ils s'exhibent en fait sur à travers les réseaux sociaux. Ce n'est pas bon pour la corporation. Il s'agit d'un acte réglementaire. Donc ça veut dire que la liberté individuelle à un moment donné, en tenant compte de la notion d'ordre public, peut être restreinte. Donc, en fait, on a supplanté, même la Constitution a mis l'ordre public au-dessus, en fait, des libertés individuelles, dont fait partie la liberté d'expression. Donc, on vous dit que vous devez vous exprimer dans les limites, en fait, de ce que les lois ont prévu. Alors, voilà ce que les lois ont prévu. Autant le code pénal que le code du numérique. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? En tant que c'est bon qu'on fasse, comment dire, le débat, il y a lieu d'abord de commencer par se conformer. Parce qu'il y a des gens, et vous allez entendre dire qu'ils critiquent le gouvernement, qu'ils critiquent ici, mais ils n'ont jamais été l'objet de poursuites. Il y a lieu d'aller voir les contenus. Chacun connaît la mesure de là où il peut aller. Et quitte à travailler, à sensibiliser, à ce que les dispositions qui restreignent trop, en fait, les libertés individuelles, que les dispositions soient corrigées. Et pour que ça soit corrigé, il s'agit encore de l'appareil politique. Donc, pour que cela fasse débat. Donc, moi, je suis d'accord que, en fait, les dispositions contenues dans le code du numérique qui
nous embrigade quelque peu, d'accord, dans notre liberté d'expression, que nous faisions le débat et que si véritablement il y a de ces dispositions, que l'on puisse travailler, pour que l'opinion publique puisse travailler, sensibiliser, élever en fait la discussion pour que là où ça doit être corrigé, que cela le soit. Mais tant que ça reste en fait des dispositions légales en vigueur, je pense la citoyenneté recommande qu'on s'y conforme si on ne veut pas avoir affaire, comment dire, à des procédures lorsqu'on serait en train peut-être d'user en fait des libertés individuelles consacrées par la Constitution et comment dire les normes internationales. En tout cas, mesdames et messieurs, merci de prendre position. Vous êtes sur votre émission préférée, dénommée la position, qui reçoit pour vous le juriste Julio Tometti. Nous sommes en train de parler de l'arrestation justement de Philippe Louis Rondeyon, qui a été écouté le 13 novembre 2024. Il est, mesdames et messieurs, appelé à répondre des actes suivants: incitation à la rébellion et puis harcèlement par voie électronique. Quelles sont les implications juridiques liées à ces chefs d'inculpation? C'est justement la question autour de laquelle nous sommes en train de nous exercer avec notre juriste Julio Tometti. En attendant de le retrouver dans la deuxième partie de cette émission, nous allons prendre une petite pause et c'est la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Retour dans ce studio, nous parlons déjà des implications juridiques liées à l'arrestation de Philippe Rondeyon. Notre invité à nom, Julio Tometti, il est juriste, mesdames et messieurs. Avec lui, nous avons abordé un peu justement de l'arrestation de Philippe Rondeyon et des implications. Ce que risque Philippe Rondeyon avec les chefs d'inculpation à son encontre, il faut le rappeler, incitation, mesdames et messieurs, à la rébellion et puis harcèlement par voie électronique. Julio Tometti, vous parlez quand même tout à l'heure des peines que pourrait encourir Philippe Rondeyon. Vous avez dit que si on s'en tient au test, il risque à peine 2 ans et demi plus une amende forfaitaire qui pourrait peut-être l'acquitter de ces charges. Maintenant, est-ce qu'au-delà, si on regarde un peu l'aspect juridique tel que vous le précisez, Philippe Rondeyon a-t-il toujours une chance ou autrement a-t-il d'autres portes de sortie? Jusque-là, monsieur Louis-Philippe Rondeyon présumé innocent. Donc, il n'est pas encore reconnu coupable, en fait, des charges qui pèsent sur lui. D'accord. Et l'issue d'un procès en cette matière-là, il est de 2 ou de 3 ordres. D'accord. D'accord. Donc, soit il est acquitté, soit il est reconnu coupable et condamné. Et même dans ce cas, il dispose des voies de recours. Mais a priori, en fait, tout dépend de l'habileté de ces conseils, d'une certaine façon, pour travailler à faire descendre les charges, pour prouver, en fait, comment dire, au magistrat que ces charges portées contre lui ne sont ou n'ont jamais été constituées. Donc, il s'agit d'une question d'habileté, il s'agit d'une question d'interprétation. Il s'agit d'emporter, en fait, la conviction du juge au-delà de ce que le ministère public, à travers le procureur spécial, peut évoquer, en fait, dans ses notes et réquisitions. Donc, pour dire, Louis-Philippe Rondeyon, aujourd'hui, n'aura qu'à s'en remettre
d'accord, l'habilité de ces avocats et d'une manière ou d'une autre, il faut encore le préciser, faire foi, d'accord, à la dynamique de la justice, de ce que si vous êtes innocent, vous sortez blanc, mais que si vous êtes coupable, vous êtes condamné, quitte à exploiter les voies de recours. En tout cas, depuis 2016, s'il y a une incrimination, beaucoup estiment, ou l'opinion estime, Julio Tometi, que la justice béninoise ne serait pas totalement libre. En tant que juriste, justement, est-ce que vous, en tant que juriste, je pourrais vous demander si vous êtes libre? Ça fait ma première question. Et de façon générale, quelle lecture faites-vous de l'appareil judiciaire aujourd'hui au Bénin? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses à corriger? Dans une république comme la nôtre, il y a toujours à corriger. Parce que nous ne sommes pas, et nous ne pouvons pas prétendre être au bout de la perfection. Et donc, autant les tests que les institutions restent à être parfaits. Mais au fond, dans le fond, par rapport aux récriminations que nous pouvons avoir à l'endroit de notre appareil judiciaire, notamment de cette cour spéciale, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, on a l'impression que la Cour n'est pas, comme vous le dites, que vous avez l'impression qu'elle n'est pas libre. En fait, comment détermine-t-on, ou bien comment peut-on présumer, en fait, de la liberté ou non, en fait, d'une juridiction ou de l'appareil judiciaire? Nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Premier élément, je n'ai pas encore vu, d'accord, de manière factuelle, que dans ces genres d'affaires, que vous ayez, en fait, le gouvernement, à travers peut-être le ministre de la Justice ou des ministres ou le porte-parole du gouvernement, prend vertement, en fait, position dans une affaire. Et vous l'auriez observé, je l'ai fait personnellement depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Déjà, lorsque de ces affaires apparaissent sur la place publique et lors des randonnées périodiques ou hebdomadaires du porte-parole du gouvernement, lorsque la question lui est posée, il a toujours subtilement, d'accord, trouvé les mots pour, si ce n'est pas pour éviter la question, rester tout le moins évasif. Parce que, en fait, ces prises de position peuvent s'apparenter en des prises de position du gouvernement alors que l'affaire est encore en instruction. Donc voilà, en fait, un premier élément sur lequel on peut se baser pour juger si notre appareil judiciaire est libre ou pas. Deuxième élément, je n'ai pas encore vu, en fait, un membre du gouvernement ou quelqu'un de l'appareil de l'exécutif aller, comment dire, siéger ou ayant agi, où l'on peut démontrer que une ou une personnalité ait agi dans le cadre de la conduite d'une procédure, on n'en a pas vu. Mais il y a toujours de substitution, en ce sens que il y a séparation des pouvoirs, mais nos textes tels que c'est conçu, ça, comment dire, assujettit quelque peu, en fait, l'autorité de poursuite, d'accord, à l'exécutif. Vous savez que suivant notre droit positif, le procureur de la République est nommé par, comment dire, le conseil de la magistrature que préside le président de la République. Donc, en vérité, c'est le ministère ou le ministre de la Justice, ou c'est l'exécutif, si l'on peut dire, qui nomme l'autorité de poursuite, qui est le procureur de la République. Donc, on peut supposer que le procureur de la République reste redevable vis-à-vis, en fait, de l'exécutif, ou aura tendance, d'accord, à recevoir et à mettre en exécution ces consignes, ces orientations. Il y a un thème d'orientation de ce qu'on peut appeler la politique répressive. Et ça, c'est normal. Et dans tous les États du monde, quand on parle de politique répressive, c'est comment on veut lutter contre telle infraction et non contre telle personne. On a déclenché, par exemple, une guerre contre la cybercriminalité. C'est une politique répressive. On a déclenché une guerre contre, par exemple, comment dire, les infractions commises en raison du genre. C'est-à-dire que autant le législateur que, en fait, les magistrats ont, si je peux le dire comme ça, dents dures, en fait, contre ces infractions, parce que cela participe, en fait, de la politique répressive à un moment donné. Et donc, d'autres appellent
en fait, une sorte de collaboration institutionnelle entre exécutif, législatif et judiciaire. Là, c'est orienté vers des objectifs globaux. Mais s'il y a, en fait, des orientations qui visent X ou Y, c'est là où, en fait, on peut présumer, en fait, de ce que on manipule, d'une certaine façon, la justice, d'accord, pour nuire à X ou Y, ou pour donner corps aux intentions malveillantes de telle ou de telle personne qui est à des positions ou qui a peut-être à un moment donné une influence politique ou dans l'exécutif. Mais de manière factuelle, je ne peux pas affirmer, d'accord, que notre justice n'est pas libre, parce que si je l'affirme, il me faudra le prouver. Et donc, je n'ai pas, en fait, d'éléments de preuve, sauf à faire des rapprochements, sauf à faire des supputations qui, en vérité, n'est rien de factuel, comme je l'ai dit tantôt. Je ne pourrais véritablement pas, de manière factuelle, donner corps ou prouver, en fait, si j'affirmais que notre appareil judiciaire n'était pas libre. En tant que juriste, vous êtes libre alors? Oui, moi, j'ai toujours été libre et je prends toujours la mesure, en fait, de mes privilèges en tant que citoyen, de ce que la loi m'accorde pour rester dans les limites strictes. C'est pourquoi il faut toute la précaution, d'accord? C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, au-delà de tout ce que nous disons, on peut récriminer l'appareil judiciaire. On peut dire que c'est dur et tout ça là. Mais nous aussi, doit avoir une question beaucoup plus d'éducation. Vous savez, les personnes, je fais une digression, les personnes comme Philippe Boundéon, ils savent sans doute ce qu'ils font. Ils savent, il sait. Et quand vous l'entendez parler, il sait en fait ce qui pourrait venir d'une certaine façon. Je ne connais pas ses intentions, je ne peux pas supputer là-dessus, mais c'est quelqu'un de très aguerri en autorité policière. C'est ensuite un juriste d'un certain niveau. Donc, il sait ce qu'il fait, je ne peux pas le prétendre. Mais ce qui m'intéresse, sans doute, c'est les autres personnes, comme vous et moi, qui s'intéressent peu au test, mais qui, dans la fougue, en fait, d'un certain nombre de l'activisme politique ou associatif, peut très rapidement, en défendant une cause noble, peut enfreindre, en fait, les lois de la République. Et malheureusement, nous serons là en train de dire qu'on a empiété sur les libertés parce qu'on aura estimé que la personne n'était en train que d'exprimer, de faire corps, de donner corps à la liberté d'expression que, en fait, la Constitution lui a conférée en tant que citoyen. Alors que, comme j'ai dit tantôt, toute liberté a de la mesure et toute liberté, aucune liberté n'est tout à fait totale. C'est encadré, comme j'ai dit tantôt, en tenant compte de notre droit positif dans les lois et règlements, dans l'intérêt de ce que nous appelons l'ordre public. Et donc, chaque fois que les autorités judiciaires sentent que l'ordre public est troublé, ils doivent en rechercher les coupables et les mettre en face de leurs responsabilités. En tout cas, la liberté de l'un, ça s'arrête ou celle de l'autre. Oui, justement. En fait, c'est quoi l'exemple le plus factuel, c'est que en donnant corps à mon expression, à ma liberté d'expression, je ne peux pas me permettre de tout dire. Je ne peux pas me permettre de diffamer, en fait, Mathieu Bokor, parce que j'aurais un frein, parce que l'État a le droit de le protéger, en fait, contre, en fait, ces actes attentatoires à son intégrité, à sa personne, à sa psychologie, à son moral et tout. Et donc, toute personne qui se hasarderait dans sa liberté d'expression à empiéter sur les droits d'autrui, il y a, comment dire, à tout moment ou à toute occasion, l'appareil judiciaire, se manifestera, d'accord, pour remettre chacun dans ses droits ou chacun à sa place. Que l'émotion ne nous emporte pas souvent, qu'on soit très prudent et que nous soyons raison gardés et que toujours, lorsque nous nous aventurons sur un certain terrain, essayons de nous informer. D'accord? C'est l'essentiel qu'il faut. Parce que vous savez, la communication, elle est une chose assez dangereuse. Vous savez, par exemple, vous, en tant que journaliste, dans votre profession, toutes les limites que vous avez, toutes les précautions que vous prenez. Alors qu'un kidam ne sent pas ses limites, ne prend pas ses précautions et très vite, ça va dans le décor. Et ça forcément dérange ou empiète. Et c'est là que vient la question d'harcèlement. L'harcèlement n'est pas forcément, l'harcèlement par voie électronique n'est pas forcément un acte répétitif. Sans que de ton agissement sur les canaux digitaux, que tu mets mal à l'aise, d'accord,
de manière, comment dire, non pas fondée, d'accord, une autre personne, tu es en train en ce moment-là de l'harceler et que ça peut ouvrir droit à une procédure pénale contre vous. Monsieur Julio Tometti, nous sommes à la fin de cette belle émission qui nous a permis de voir plus clair dans ce dossier d'arrestation avec les chefs d'inculpation, incitation à la rébellion et puis harcèlement par voie électronique. Beaucoup n'y comprennent pas grand-chose, justement. Beaucoup veulent savoir les implications que vous avez d'ailleurs données durant toute cette émission. Je vous laisse conclure, justement, cette émission. Votre mot de la fin. J'ai bon espoir que, puisque nous parlons de la page judiciaire, que autant aux yeux des justiciables que aux yeux des acteurs du monde judiciaire, que la page judiciaire retrouve en fait ses lettres de noblesse. S'il y a des éléments à corriger autant dans les tests que dans la pratique judiciaire, il faut que cela soit. Il faut que cela soit. Et donc, c'est des questions qui doivent intéresser tout le monde, toutes les corporations, législatives, exécutives, judiciaires, la société civile, les confessions religieuses, citoyens que nous sommes, tout le monde. Donc, je dis souvent, moi, je suis d'accord, comme je l'ai dit tantôt, je suis d'accord pour le débat. Nous sommes dans une république. On dit république là, res publica, c'est pour nous tous. Donc, chacun, en fait, a droit, en fait, de pouvoir dire ce qui ne va pas pour espérer que cela change. Mais toujours dans les limites de ce qui est toléré, de ce que, en fait, les lois prévoient de ne pas extrapoler d'une certaine façon. Donc, je voudrais nous recommander d'être davantage plus citoyens, d'être davantage plus actifs, d'être davantage plus regardants par rapport à, de manière générale, à la conduite de la gouvernance des politiques publiques, mais en tout état de cause, de faire preuve de responsabilité dans tout ce que nous faisons. La responsabilité, mesdames et messieurs, c'est l'appel de Julio Tometti. Il est important d'avoir votre liberté, mais la liberté aussi a des limites. Rappelle-t-il, cette arrestation de Philippe Rondéon interpelle plus d'un, en tout cas chacun de nous, en sachant que la liberté de l'un s'arrête où celle de l'autre commence. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et de comprendre les implications liées à l'arrestation de l'ancien patron de la police Philippe Rondéon. Nous étions avec le Julio Tometti et la télévision. Et merci encore une fois. Pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, la position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV.